Pour nous mettre dans l'ambiance de la pensée, je vais vous demander de décroiser les jambes, de vous caler dans votre siège, de fermer les yeux, et nous allons prendre tous ensemble 5 profondes respirations. Après, nous serons dans le ton juste pour pouvoir aborder la question de la vérité. On y va, on ferme les yeux et on prend 5 profondes respirations. Pourquoi est-ce que je pratique ce petit exercice de respiration? C'est tout simplement parce que ça nous permet de passer de l'existence à l'être et derrière l'être à ce qu'on peut appeler la réalité absolue. Qu'est-ce que la réalité absolue? C'est l'expérience que nous faisons tous les jours d'être réellement ce que nous sommes dans un monde qui est réel. Et donc, il y a quelque chose qui fait que le réel est ce qu'il est, que nous sommes ce que nous sommes, et qui nous permet justement d'exister. Nous existons parce que nous le voulons, et nous existons parce que quelque chose nous permet d'exister, qui est ce que je peux appeler la réalité absolue. Et par là même, ça permet de comprendre ici la vérité. J'aime bien cette idée qu'on trouve chez André Comte-Sponville, à savoir que la philosophie, c'est la recherche de la vérité. Qu'est-ce que c'est que la vérité? La vérité, c'est ce qui nous dit ce qui est. C'est la rencontre entre la parole et d'autre part la réalité, qui fait qu'il va y avoir une parole réelle à propos de la réalité. Et que par là même, le monde va se spiritualiser. On se demande si la vérité existe. La vérité n'est pas une chose. La vérité est un processus vivant qui nous fait passer d'un monde non vrai, à savoir non spirituel, à un monde spirituel. Qu'est-ce que c'est qu'un monde spirituel? C'est un monde qui n'est pas simplement intelligent, mais qui est surintelligent, et qui nous permet de rentrer dans la vie véritable. La vie véritable est une vie extraordinaire. Et nous commençons la vie philosophique quand nous nous mettons à vivre cette vie extraordinaire qui nous enseigne et qui nous ouvre les portes de la réalité et de l'existence. Si on pouvait juste baisser un tout petit peu le son pour éviter les effets de résonance, ce serait formidable. Merci beaucoup. Il nous faut comprendre la situation philosophique dans laquelle nous sommes aujourd'hui pour aborder la vérité. Quand je dis que la vérité est spiritualisation, cette approche que j'ai de la vérité n'est absolument pas celle de la philosophie contemporaine. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde qui a rompu ses amarres avec la vérité. Nous vivons dans un monde où la vérité est décriée. Nous vivons dans un monde où la vérité apparaît toujours comme le propre du fanatique qui pense avoir la vérité et qui par là même est quelqu'un de violent. Et donc, nous pensons que la vérité est quelque chose de néfaste. Historiquement parlant, c'est Nietzsche qui commence le procès de la vérité. Quand Nietzsche fait le procès de la vérité, qu'est-ce qu'il entend par vérité? Un modèle que l'on veut imposer à la réalité en niant la diversité de celle-ci. Dans le monde moderne, c'est Gilles Deleuze qui reprend ce procès de la vérité en faisant l'éloge du simulacre, c'est-à-dire d'une copie sans modèle, et la capacité, au fond, de pouvoir jouer avec tout. Copie sans modèle, ça veut dire il n'y a pas de modèle premier, tout peut devenir un modèle, et il n'y a pas une suprématie du modèle par rapport à la copie. À partir du moment où il y a copie, il y a jeu, il y a, on pourrait dire, la vérité de la vérité, qui est la vérité de l'absence de vérité. Pas de modèle, chacun se fait son modèle et vit comme un schizo dans sa bulle. Et puis, dans les problématiques contemporaines, si nous prenons Judith Butler dans la théorie du genre, il y a son désir que
on n'impose aucun modèle aux individus et qui peuvent être libres de choisir leur destinée et leur orientation comme bon leur semble. Et donc, nous vivons dans un monde où la vérité, c'est le mal. C'est un modèle qu'on veut plaquer sur la réalité des choses au détriment de la diversité, de l'individualité et de la liberté. Alors, il me semble que si on entend par vérité un conformisme étroit, obscur et obtus, je comprends très bien qu'on n'ait qu'une envie, c'est de se débarrasser de la vérité. Mais il me semble difficile de pouvoir vivre dans un monde sans modèle et de vouloir en faire l'économie. De ce point de vue-là, je reste platonicien. Toute la philosophie de Platon repose sur l'idée essentielle selon laquelle nous pouvons penser à partir d'un modèle et en faisant la distinction entre le modèle et la copie. La copie n'est pas le modèle, aussi bien faite soit-elle. Qu'est-ce que Platon entend par modèle? Platon entend par modèle une élévation spirituelle qui nous permet de passer du marécage des opinions à la hauteur de l'idée. C'est quoi un modèle? C'est être capable, à propos de quelque chose, d'avoir une véritable idée. Une idée de l'homme, une idée de la femme, une idée de la nature, une idée de la morale. C'est ça le modèle. Le modèle, c'est une idéalisation positive qui nous permet de nous structurer et par là même de penser. Qu'est-ce qui nous permet de penser? C'est le fait de vouloir donner à la vie, à l'existence, à la pensée, la plus haute élévation qui soit. Et effectivement, par là même, l'idéaliser, le modéliser. Je pense qu'il y a une actualité de la question de la vérité, du fait de la volonté de s'émanciper de la notion de modèle. À l'époque de Platon, qui est-ce qui veut s'émanciper de la notion de modèle? Ce sont les sophistes qui veulent pouvoir appeler vérité ce qui leur convient. Et donc, nous rentrons ici dans le conventionnalisme où la vérité n'est plus le produit de l'idéalité spirituelle qui nous permet de nous élever, mais d'une décision collective en fonction des convenances qui sont les nôtres. Quel est le problème? Le gros problème, c'est que tout et n'importe quoi peut devenir vérité à partir du moment où on l'a décidé. Et donc, on risque d'arriver à ce qu'on peut appeler le cauchemar de la liberté, où, au lieu d'avoir affaire à quelque chose qui nous spiritualise et qui nous structure, nous avons affaire tout simplement à la guerre. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il n'y a plus de référence commune qui permet de se structurer et de penser, bien, c'est le plus fort qui l'emporte. Et donc, on s'aperçoit que le conventionnalisme, au lieu de nous amener vers la liberté, risque tout simplement de créer le chaos. C'est la raison pour laquelle Socrate voit très justement que le tyran qui veut exercer sa domination a tout intérêt à ce qu'il n'y ait pas de liberté et que la liberté, que la vérité, soit ce qui est produit par le plus fort. Aujourd'hui, la question de la vérité est posée d'une manière cruciale par ce qui se passe.
En 2017, l'Arabie saoudite a conféré la nationalité saoudienne à un robot nommé Sophia qui était capable d'imiter à la perfection une conversation humaine. Pourquoi est-ce que cet événement est un événement majeur dont nous n'avons pas parlé ou dont nous n'avons pas mesuré l'importance? Pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas penché sur ce qui est arrivé dernièrement, il y a à peu près un mois de ça, à savoir qu'en Chine, une directrice, une PDG, une présidente d'un groupe d'usines est un robot qui a été déguisé en femme et qui apparaît comme la présidente. Ce qui apparaît ici, et qui est à mon avis très grave, c'est le fait de dire que la bonne imitation d'un homme suffit à définir un homme. Ça, c'est une vision que l'on trouve chez un certain nombre d'ingénieurs qui, à partir du moment où un robot produit des effets humains, ben ça suffit pour produire un effet humain, pour produire des humains. C'est-à-dire une bonne imitation de l'homme remplace l'homme. Une bonne imitation de l'homme ne remplace pas l'homme. Et rien ne remplace l'homme en vérité. Une bonne imitation de la réalité ne remplace jamais la réalité. Or, nous apercevons qu'il y a une volonté de remplacer la réalité par le virtuel ou l'imitation de la réalité. Le risque, c'est de nous faire rentrer dans ce qu'on peut appeler l'empire du faux avec des gens qui jouent à nous faire passer pour un homme ce qui n'est pas un homme. Il faut dire que ceci vient de loin. Ça vient de la Renaissance. À la Renaissance, Arcimboldo est le premier à montrer la transformation totale du rapport au réel qui est le nôtre à travers les portraits qu'il donne d'un être humain, lequel est composé par des fleurs, par des fruits, par des légumes, par des livres, par des instruments de mathématiques, et dans lesquels il nous est montré que pour faire un homme, il n'est plus besoin d'un homme. Quelle sagesse il y a chez Descartes. Lorsque Descartes, dans les méditations métaphysiques, regardant des chapeaux et des manteaux passer devant sa fenêtre, se dit, qu'est-ce qui me dit que ces chapeaux et ces manteaux sont des hommes et ne sont pas des automates? Après tout, ça pourrait être des automates. Et je pourrais avoir l'impression que ce sont des hommes. Et Descartes réfute cette hypothèse en disant « Je n'ai pas besoin d'une démonstration pour qu'on me dise ce qu'est un homme. Un homme, je sais ce que c'est parce que je suis un homme. Et quand je vois un homme, je vois s'il est vrai ou pas. Et je m'aperçois qu'il est d'autant plus faux qu'il joue à être vrai. Il nous est arrivé de voir des gens jouer et on dit, toi, tu joues, et tu joues pourquoi? Parce que tu es trop poli pour être honnête, tu es trop lisse pour être naturel. Et donc, il y a ici une confiance qui se fait sur la réalité. La réalité ne se fabrique pas, la réalité ne s'invente pas, la réalité, elle se vit, et je suis un homme, je suis vivant, je suis dépositaire de l'être, et je me rends compte d'un monde qui est vrai et d'un monde qui est faux. Qu'est-ce que c'est qu'un monde qui est vrai? C'est le monde que je vis. Et le monde dans lequel je suis capable de reconnaître à un moment ce monde vivant que je vis en dehors de moi. Je vis, j'existe, je suis un être humain, j'ai le sentiment de l'être, et j'ai le sentiment de vivre la vérité. Bien évidemment, aujourd'hui, ce que je dis est attaqué. Pourquoi? Parce que de gigantesques lobbies économiques, industriels et financiers ont tout intérêt à remplacer l'homme par les robots et remplacer la vie par des machines
pour pouvoir, bien évidemment, nous vendre cette nouvelle vie et ce nouvel homme. Et donc, il y a un combat pour la vérité. Je suis très confiant dans ce combat. Pourquoi? Parce que tout simplement, on ne peut pas tricher avec le réel. On ne peut pas tricher avec les hommes. À un moment, si on veut tricher, on va se mesurer au réel et on n'est pas de taille à surmonter le réel. Et donc, je pense qu'il faut avoir l'humilité de reconnaître au réel ce qui lui revient et de reconnaître à l'homme ce qui lui revient. Et il faut avoir l'humilité de la vérité. Qu'est-ce que c'est qu'avoir l'humilité de la vérité? C'est revenir aux trois définitions de la vérité, et en particulier à cette définition métaphysique. Je suis bien évidemment totalement opposé à mon époque qui veut éliminer une fois pour toutes la métaphysique en pensant que celle-ci, le temps de celle-ci est fini. Le temps de la métaphysique n'est absolument pas fini. Il est au cœur de toute chose. Qu'est-ce que c'est que l'expérience de la métaphysique? L'expérience de la métaphysique, c'est très simple. C'est ce qui se passe quand je m'arrête, quand je respire, quand j'écoute et que je regarde, et je passe de l'existence à l'existence qui est. Qu'est-ce que c'est que l'existence qui est? C'est l'existence qui est pleinement vécue et qui fait qu'à un moment, l'existence se remplit d'existence. Et en se remplissant d'existence, elle me parle quelque part de l'existence infinie. Quand est-ce que nous sommes dans la vérité de la vie? Nous sommes dans la vérité de la vie quand à un moment nous pouvons vivre à propos de l'existence quelque chose d'infini. Et ce quelque chose d'infini, nous l'avons dans l'expérience du silence, dans l'expérience du rassemblement, de la concentration. Nous existons, nous permettons à l'existence d'exister, nous reconnaissons les autres dans leur existence et nous vivons pleinement. Et là, nous faisons une expérience hautement philosophique et hautement métaphysique. Les sages de l'Antiquité se nourrissaient de leur être. Et se nourrissaient de l'être, ils n'avaient plus besoin vraiment de posséder les choses de ce monde. Et ça leur donnait une telle lumière et quelque chose de tellement rayonnant que le monde venait autour d'eux et simplement en les regardant était apaisé, illuminé, inspiré pour pouvoir vivre d'une manière juste. Nous cherchons aujourd'hui les moyens de pouvoir vivre autrement sans épuiser l'énergie du monde. Il n'y en a qu'une, dont personne ne parle, dont la COP n'a absolument pas parlé. C'est l'expérience de l'être qui nous permet à un moment de trouver des processus d'autorégulation absolument remarquables. Nous voulons une énergie infinie, revenons à l'énergie de l'être qui se trouve à l'intérieur de nous. Et là, tout d'un coup, nous trouverons des modes de régulation qui nous permettront de faire des économies substantielles dans un monde souvent désemparé qui a le choix entre la dépression nerveuse ou la panoplie des toxicomanies. Expérience de l'être qui nous permet de rentrer dans notre humanité, dans notre réalité la plus concrète, c'est-à-dire faire l'expérience de la nature qui est et faire l'expérience de l'humanité qui est. Qu'est-ce que c'est que l'expérience de la nature qui est? C'est l'expérience poétique de l'existence, où à un moment, je fais une correspondance entre moi et la vie et moi, et j'arrive à vivre une nature qui est. Relisons Baudelaire, la nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles, et l'homme y chemine à travers des forêts de symboles qui le regardent avec des regards familiers. Expérience d'un monde vivant permettant de répondre à la question que Rimbaud se posait à la fin d'une saison en enfer. Je cherche la vérité dans une âme et dans un corps. Nous ne sommes pas au monde. La vraie vie est absente. La vraie vie est absente tant qu'on n'est pas poète. Dès qu'on est poète et qu'on rentre dans les correspondances entre l'intérieur et l'extérieur, le cœur et la vie et le cœur, le monde se remplit de paroles. Et à ce moment-là, il n'est pas vrai, il est plus vrai que vrai. On dit qu'il n'y a pas de vérité poétique. Si!
La vérité poétique existe parce que c'est une vérité qui est plus vraie que vraie. Et là, nous pouvons ensuite aller vers la vérité de l'humanité. Qu'est-ce que c'est que la vérité de l'humanité? La vérité de l'humanité, c'est ce qui se passe quand à un moment on rentre dans une humanité qui est. Et quand l'être, en étant en relation avec l'être, se met à avoir la plus haute existence, le plus haut respect qui puisse exister. On dit que la morale est relative, la morale n'est pas relative. La morale nous est donnée par l'être et par l'expérience de l'être, qui nous permet d'avoir une humanité véritable avec des êtres véritables. Expérience de la vérité. Qu'est-ce qui est devenu la vérité? La vérité n'est pas un modèle, même si le modèle est utile pour pouvoir penser. La vérité est une parole qui nous permet d'exister pleinement, en faisant exister pleinement et la nature et notre humanité. Je vous remercie pour votre attention. Toujours Bertrand nous transporte. Et il a bien fait. Comme je savais qu'il allait presque tout dire, mais dans le bon sens. Et il l'a fait dans un timing splendide. Et je voulais vous amener un peu ailleurs, dans une civilisation déjà lointaine pour nous, qui a placé la vérité au cœur de sa civilisation. Et c'est un autre monde, vous me direz, et vous verrez qu'il y a des éléments qui vont nous rejoindre. Je vous parle de l'Égypte. L'Égypte est une civilisation très étrange pour nous, parce qu'au début, on a cru que c'était des enfants et qu'ils ne savaient pas penser. Et que, bon, finalement, toutes ces histoires et mythes n'étaient que des choses, des croyances, devant une grande difficulté à raisonner et à penser. Comme vous le savez, la civilisation égyptienne précède la grecque, et c'est les Grecs que, pour nous tous, ont créé, inventé, au moins en Occident, la philosophie. Mais il se trouve que les Égyptiens conceptualisaient aussi. Et que la notion de concept, c'est une définition par rapport à quelque chose, a précédé le monde grec. Et c'est logique, parce que, comme dit Edgar Morin, l'homme a toujours pensé aussi bien, depuis le début. Simplement, il y a des manières et des formes de l'exprimer, de le déterminer, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. De quel concept je vous parle? Je vais vous l'écrire parce que certains le connaissent, d'autres pas. Je vous parle du concept de la maat. Qui est représenté par une plume d'autruche. Voilà. Voilà, c'est l'unique nom barbare que je vous propose. La maat. Alors, quand les Égyptiens veulent expliquer la naissance du monde, la naissance des hommes, la vie sociale, la relation avec l'univers, etc., ils utilisent ce concept. En réalité, ce concept va être personnifié par un symbole. Parce que c'est comme ça que les Égyptiens travaillent. Ils travaillent toujours avec ce langage symbolique. Mais pour une fois, il ne s'agit pas d'une divinité qui fait ceci ou qui fait cela, ou qui est responsable d'une quelconque mission aux lois précises. Non. La Maat est justement ce qui permet à la vérité, ce qui permet à la justice, ce qui permet à l'harmonie, ce qui permet à la solidarité d'exister. C'est une condition nécessaire pour que. Voilà. Donc, d'un coup, on se trouve dans cette société qui conceptualise devant un concept qui est difficile à identifier, parce que
ces formes sont simplement les effets d'une cause qu'on dirait aujourd'hui d'une super-réalité, ou comme Bernard d'Espagnol, le physicien, l'a déterminé, un réel, un super-réel, ou réel voilé. Mais je reviens à la maths. La maths, donc, va être associée à tout ce concept. Ce n'est pas la justice, ce n'est pas l'harmonie. Vous comprenez ce que je vais vous expliquer? C'est pas la lumière, elle est associée, c'est pas l'horizon, c'est ce qui permet que tout ça existe. Et c'est pour ça qu'on ne voit que ces effets. Donc, il y a une cause métaphysique à tous ces éléments-là, qui va au-delà, qui permet donc au monde, à l'être humain, de créer des relations, des complexités suffisantes pour qu'il y ait un tout cohérent. La maths permet de mettre de l'ordre dans le désordre. Pour les Égyptiens, nous naissons tous du chaos, donc du désordre, on dirait. Je ne veux pas non plus la présenter. Et les Égyptiens comprennent que donc il faut installer à chaque moment dans le désordre de l'ordre. Mais l'ordre n'est pas figé. Parce que l'ordre doit être harmonieux, il doit être juste, il doit être équilibré, et surtout il doit produire toujours, pour les Égyptiens, de la lumière. C'est-à-dire, cet ordre doit éclairer quelque chose. Quand on dit c'est vrai, c'est qu'on a vu clair. C'est que la lumière, quelque part à l'intérieur, je ne parle pas de cette illumination qui est bien, quelque chose, nous sommes des producteurs de lumière. C'est quand même formidable, hein? C'est une bonne annonce. Et les Égyptiens vont dire, si tu veux la justice, sois juste. Si tu veux la solidarité, produis de la solidarité. Si tu veux de la vérité, sois vrai avec ta conscience intime. Donc, ils ne réclament pas des choses. Ils demandent à chacun de nous de produire ce qu'on souhaite que les choses puissent devenir. Vous voyez? Et c'est cette envie, ce besoin de produire des biens qui plus tard seront appelés des biens métaphysiques par les philosophes ensuite, et le propre pour les Égyptiens de l'être humain et de l'univers et de la nature tout entière, puisque c'est parce qu'il y a cette production permanente et éternelle des biens métaphysiques que nous pouvons faire l'expérience de l'être dont Bertrand vous a parlé. Sinon, il ne serait pas possible de le faire. Et heureusement que c'est comme ça. Parce que nous sommes heureux, quand même, plutôt de que les choses soient vraies que fausses, non? Plutôt justes qu'erronées. Même si on sait que les choses se détériorent et qu'ils peuvent changer, ces moments de vérité que chacun a vécu dans sa vie ont été essentiels pour notre vie, pour notre existence, et ils nous ont transportés, ils nous ont élevés, ils nous ont permis de prendre conscience des choses ou penser à des choses que jusque-là, nous n'avons jamais imaginé ou représenté. Pour eux, donc, nous sommes entre le vrai et le réel. Bon, je descends un peu. Ce sont les deux rives de l'existence, disent les Égyptiens. Alors là, la notion de réel qu'ils donnent est un peu celle de la réalité temporelle, conditionnée. Ils disent, nous ne parlons pas du super-réel, etc. Nous sommes dans la réalité quotidienne. Ils disent, nous vivons tous les êtres humains dans un monde temporel qui est voué à l'usure, qui est voué à la fin, au niveau matériel, à sa destruction. Le vieillissement, la maladie, la mort. Mais ils disent,
il y a quand même dans ce monde où tout semble péricliter, où la loi d'entropie, on dirait aujourd'hui, règne, la possibilité de ne pas tomber dans la fatalité. Parce qu'ils ne sont pas fatalistes, les Égyptiens. Ils disent, une maladie peut se soigner. Si nous trouvons les plantes ou les médicaments nécessaires, en bonne partie, on peut soigner la maladie et repousser donc l'usure du corps. Ils disent, on peut vieillir tout de suite ou on peut prolonger la vie aussi si nous avons un mode de vie qui nous permette de mieux vivre, tantôt avec nous-mêmes ou ensemble. Nous pouvons aussi dominer l'inondation. Parce que tout le monde dit, le Nil, c'est le don de l'Égypte, c'est vrai. Mais il fallait y penser quoi faire avec cette inondation. Vous savez, quand l'inondation arrivait, ça pouvait mesurer à peu près dans les 8 mètres. La bonne inondation, fertile, est considérée de 8 mètres. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en danger avec 8 mètres au-dessus du niveau. Imaginez une inondation à Paris à 8 mètres. Vous voyez? Ça implique au moins 2 étages, il faut comprendre. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils disent, non, si nous pensons juste et intelligent, nous pouvons anticiper la crue. Et comme ça, depuis le 3100 avant Jésus-Christ, ils ont créé des systèmes d'anticipation qu'ils ont appelés les nilomètres, une administration qui se passe la voie et des archives qui leur permettent de calculer immédiatement ce qui va se passer 2 mois plus tard et organiser tous les travaux nécessaires pour que l'ensemble de la population ne subisse pas des dégâts collatéraux à cause de l'inondation et qu'on puisse en même temps utiliser l'eau plus tard pour les semailles, pour tous les travaux agricoles, etc. Donc ils disent, nous pouvons, en comprenant les lois de la nature, repousser le chaos, repousser la dissolution, etc. Mais ceci implique la solidarité. C'est-à-dire que peu importe la condition de chacun, nous acceptons de travailler ensemble parce que c'est un énorme effort collectif d'endiguer la crue, de l'organiser dans chaque village, dans chaque territoire, etc. Et c'est tout le monde qui s'y met. Parce que c'est pour tout le monde qu'on s'y met. Et ainsi, nous avons ce modèle, comme l'a dit Bertrand, qui est la maths. Le monde réel est soumis à tout ça. Si nous devenons intelligents, si nous travaillons avec justice, si nous sommes équilibrés, etc., c'est-à-dire, si nous nous inspirons du vrai, c'est-à-dire des lois de la nature, du principe qui régissent la nature et l'univers, nous pouvons repousser le désordre, le chaos, au niveau social et au niveau individuel. Donc, les 2 rives dont je parle de l'existence sont le vrai, la maths qui est dans le ciel, pour les Égyptiens, qui est le parcours de la lumière, qui s'élève à l'Orient, le soleil, et qui se couche à l'Occident. Et il y a qui inspire ce qui est à faire, et qui nous donne les prémices. Pour les Égyptiens, le monde des dieux au divin est dans ce lieu idéal, ou des modèles, ou des archétypes. Chaque dieu égyptien représente un principe. Et ils sont jolis, bizarres, etc., mais derrière, il y a des principes. Ces principes inspirent. Pour pouvoir connecter le principe à la vie quotidienne, il faut être dans un état de maths. Un peu ce qu'on a fait tout à l'heure. On a respiré calmement, c'est l'idée, on était en connectique, on dirait. On s'est connecté ensemble et on s'est connecté chacun à soi. Ça, c'est faire de la maths. Et la maths sociale et individuelle,
est aussi pour la mort. Je m'explique. Parce qu'ils ont, c'est un peu plus particulier. Ils ont mis la main, la justice au centre, la vérité au centre. Tout être humain est censé être jugé dans l'au-delà par ce qu'il a fait de son cœur, disent les Égyptiens. S'il a réussi ou pas à penser avec son cœur, s'il a réussi à mobiliser son existence, pas simplement par le calcul ou la séparativité. Donc, d'un coup, il y a un fameux tribunal, la balance que tout le monde a vu une fois, avec le cœur d'un côté et la plume de la main de l'autre. Et c'est toujours la main qui est en train d'être dans la balance, et le cœur doit être plus léger que la plume. Et on voit dans les livres de morts égyptiens, justement, toujours la balance, évidemment, qui penche du bon côté, mais évidemment, tout ça, c'est un souhait. Puisque le vrai jugement, on l'a dans nos consciences. Et c'est important de comprendre que ces gens avaient tellement investi dans leur parcours de l'au-delà, qu'Hérodote, quand il a visité l'Égypte, il écrit, s'en fout ces Égyptiens. Ils mettent plus d'argent dans leur tombe que dans leur maison. La vie sobre, les Égyptiens l'avaient compris. Et il n'y a pas de luxe excessif, même dans les palais. Ils sont tous faits de briques. Il n'y a pas de palais en pierre en Égypte. Il y a des temples en pierre, il y a des tombes en pierre, qui signifient ce qui est durable, ce qui est permanent, c'est-à-dire ce qu'il y a est vrai. Parce que qu'est-ce qui représente un temple? Ce qui devrait être. Qu'est-ce qui représente le tombeau? Ce qui devrait être un parcours. Comment devrait se passer quelque chose dans le voyage dans l'au-delà? Alors, il y a 3 empêchements, et avec ça je vais conclure, qui peuvent nous éviter, nous empêcher comme obstacle, de nous élever vers la Mahat, c'est-à-dire de nous élever vers le modèle existentiel, pour être, pour devenir autre. Et c'est important à l'arrêter de dire, je pense. Le premier est la paresse. Le premier grand obstacle est la paresse. Ils disent, le paresseux ne comprend pas ses responsabilités, ne veut pas être lui-même. Il est incapable d'action intelligente. Si on dépasse donc commodité, la paresse apporte la commodité, le confort, la mécanicité. Vous savez, c'est très actuel. On est devenu très paresseux derrière tout notre activisme. Paresseux d'être, je veux dire. Paresseux de conscience. Paresseux de vérité, de justesse. Ils disent, si l'individu ne dépasse pas cette paresse, somnolence de conscience, il peut aller plus loin dans la bêtise. Il peut devenir sourd mental. Sourdité mentale, il l'appelle. C'est intéressant. C'est-à-dire pas sourdité physique, ne pas entendre, ne pas vouloir comprendre, ne pas vouloir écouter, ne pas vouloir dialoguer, ne pas vouloir se mettre à la place de l'autre. Ça s'appelle sourdité mentale. Et alors, quand on est sourd mentalement, on sait tout, puisque personne ne peut nous remettre en question. Et alors, notre sourdité mentale est notre vérité, dans ce cas-là, c'est-à-dire une grande fausseté. Pour qu'il y ait une vérité, comme Bertrand l'expliquait, il faut une coïncidence entre une pensée et un fait. Et si je suis sourd mentalement, je ne verrai pas la coïncidence et la réciprocité entre les faits et les pensées. Je ferai simplement dire aux faits ce que je pense, ce qui n'est pas la même chose. Et je refuserai donc ce qui est vrai.
On s'enfonce, vous voyez. Et à la fin, ils disent, bon, mais s'il n'arrive pas, s'il ne se déverrouille pas, s'il ne parvient pas à penser par lui-même, pour lui-même, indépendamment de l'environnement, indépendamment des personnes, pour se faire une idée, une conviction réelle en lui-même. Parce que le sourd-mental n'a pas de convictions. Comprenons-nous bien. Il n'a que des petites affirmations de son goût. Il ne les a pas élaborées. Il ne les a pas testées. Alors, si on arrive, si déjà on était paresseux, maintenant sourd-mental et paresseux, on arrive au troisième, c'est la avidité. Et c'est très étrange. La pire des choses pour les Égyptiens, c'est l'être avide. Et vous savez ce qu'ils disent? L'être avide n'a pas droit à la tombe. Ce qui pour un Égyptien, c'est carrément le tuer deuxième fois. Vous comprenez? S'il n'a pas droit à la tombe, ça veut dire qu'il n'a pas droit à la postérité. Il n'a pas droit à la sauvegarde de son identité. L'être avide manque de véritable identité profonde. Donc, il rejette la vide pour posséder et paraître l'être. Et bon, pour ça, pour les Égyptiens, c'est fini. Il n'a pas droit à la tombe. Et pour beaucoup d'égyptologues, nous pensons qu'au début, dans la période prédynastique, les villages se réunissaient pour juger le défunt. Malheureusement, ce n'est pas les dieux, forcément. Mais c'était les êtres humains, en société, qui décidaient si un tel s'était conduit comme il fallait, envers les autres, ou pas. Et de là vient la tradition du tribunal. Sachez que dans un pays, dans une société dans laquelle on sait qu'on va être jugé par les autres, par rapport à son comportement et sa conduite, il faut bien réfléchir à ce qu'on va faire. Ceci ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des voleurs et des méchants et des idiots, etc. en Égypte. Je veux dire qu'ils étaient plus calmes et en harmonie. Donc, aujourd'hui, cette notion de Ma'at me semble très importante. De pouvoir sentir quelque chose qui va au-dessus, plus haut que notre conditionnement spatio-temporel et de ce que nous croyons être le réel, comme inspirateur, modèle de tous les principes qui existent. Je vous conseille de lire en physique le physicien Bernard d'Espagnac, Le réel voilé. Je ne peux pas le développer. Mais il a très bien compris que la science, notamment la physique, qui était son domaine, était incapable de décrire la réalité telle qu'elle était. Puisque de toute façon, toutes nos théories sont faites des pensées humaines. Et que nous n'arrivons pas à sortir de ce qui est l'être humain pour voir l'univers. Mais ça ne l'affecte pas, il n'était pas en dépression là-dessus. Simplement, il dit attention. Et il a suggéré une chose qui m'a énormément surpris. Et s'il y avait, en plus de la science, d'autres moyens d'avoir accès au réel, et il propose, par exemple, l'art et l'expérience créatrice. Il dit, ce qui ressent un artiste, ce qui ressent un créateur, en sentiment et en pensée, est d'une telle puissance et d'élévation qu'il accède à une réalité supérieure par une voie autre.
Et je vous laisse donc avec cette remarque. Et s'il y avait en plus de notre voie que je défends, rationnelle et logique et scientifique, dans l'être humain, une multidimension d'aspects qui nous permettent d'approcher le réel et la vérité autrement. Je vous remercie. Eh bien, merci à Bertrand Vergely et à Fernand Schwartz de leurs interventions. Et donc, comme je l'ai annoncé, nous allons passer aux questions. Donc, je vous demande de bien vouloir écrire vos questions sur un petit bout de papier et les remettre à Anaël et Yva. Oui, laisse-toi, Yva. On va prendre quelques minutes. Alors, on va commencer par une première question, ça me laissera le temps de lire les autres pendant votre réponse. Une question qui a un rapport avec la déshumanisation de la société, sur comment réagir face à la déshumanisation de la société. Et quelqu'un parle du monde, du métaverse, qui risque d'amener l'homme à une dissociation de lui-même, puisqu'il délègue ses actions à un avatar. Donc la question c'est: comment ramener l'homme à lui-même? Alors, je pense que pour poser correctement les questions, il faut éviter d'avoir des choses trop larges. Pour bien comprendre ce qui se passe. Le problème, comment ramener l'homme à lui-même, j'en sais rien. Personne n'en sait rien, on en rêve tous. Mais on ne sait rien. Ce qui est intéressant, c'est de revenir aux énoncés qui nous sont donnés et à ce qui se passe. C'est quoi le métavers? Le métavers, ça part d'un constat que quand on a affaire à une réalité virtuelle, on est assez fasciné parce que c'est très très bien fait. Et que ça produit quelque chose d'idéal. Et tout d'un coup, il y a la bonne mauvaise idée. La bonne mauvaise idée, c'est de dire « et si on vivait continuellement dans cet univers virtuel en reconstruisant une autre vie ?» Et là, il faut arrêter ce genre de délire. Parce que c'est véritablement ce qui se passe à propos de tout. Ça se passe avec le pouvoir, ça se passe avec l'argent, ça se passe avec la séduction. Dès qu'on a du pouvoir, on en veut plus. Dès qu'on a de l'argent, on en veut plus. Dès qu'on a de la séduction, on en veut plus. Dès qu'on a une réussite technique, on en veut plus. Et donc, il faut arrêter ce qu'on appelle cette hubris, cette démesure, qui provient d'une immaturité philosophique, morale et psychologique. Un jour, j'étais en Suisse et je faisais remarquer à un ingénieur en informatique que jamais on n'arriverait à remplacer un homme par un robot. Et là, j'ai vu mon homme tout d'un coup se mettre à frétiller en disant « Chiche, on va y arriver !» Comme si c'était un gamin. Quel est le problème auquel on a affaire? Nous sommes gouvernés par des gamins. Nous sommes gouvernés par des enfants capricieux. J'ai regardé un moment la tête des grands dirigeants de la Silicon Valley. Ils sont tous en jean, ils ont tous une chemise à carreaux, ils font tous du baby-foot, et ils sont 30 ans, ils sont des surdoués de l'informatique, mais des sous-doués au niveau spirituel et moral, et parce que quelque chose a marché en informatique, ils s'imaginent que ça va marcher pour tout, et ils jouent. Et donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut arrêter de jouer. Et il est très important de dire que c'est notre déshumanisation
est lié à l'infantilisme dans lequel on est. Et le caractère du monde infantile, c'est que dans le monde infantile, les autres n'existent pas, le réel n'existe pas. Il n'y a qu'une seule chose qui existe, c'est l'ego, et puis derrière, c'est le jeu. Et donc, il faut travailler philosophiquement. Socrate disait, qu'est-ce que vous êtes en train de nous raconter? Vous nous racontez quoi? Bon. Tout ce que vous dites, ça ne veut rien dire. Marx disait, on vit dans une fantasmagorie. Bien, on vit dans une fantasmagorie. Et donc, il y a un travail critique à faire en disant, on nous dit n'importe quoi à propos de la vie, la mort. On nous dit par exemple, on va supprimer la mort grâce aux nouvelles technologies. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de raconter? Est-ce que vous vous rendez compte des énormités que vous êtes en train de dire? Voilà. Pour moi, si on est capable de reprendre possession des mots et de la réalité des mots et des pensées, eh bien, on arrêtera de vivre dans un monde écervelé. À toi. Non, mais c'est gentil d'être. Non, je pense que, anthropologiquement, nous savons que pour qu'un être humain devienne plus dense, plus intériorisé et maître de lui-même, il est important qu'il puisse travailler avec son imagination. Une des fonctions essentielles que nous avons tous en tant qu'êtres humains, c'est notre capacité de nous représenter les choses absentes, soit parce qu'ils sont du passé, soit parce qu'ils ne sont pas encore. Sans ce système d'imagination, nous ne pouvons pas véritablement créer, ni faire de la poésie, comme disait tout à l'heure Bertrand, ni même pas de la science. Bon, c'est le propre de l'homme, cette capacité imaginative qui nous fait symboliser et donner des fonctions à des choses matérielles qui dépassent leur propre réalité fonctionnelle. Cette tasse est une tasse qui sert à mettre du thé ou du café. Là, c'est un objet matériel, d'accord? Imaginons que cette même tasse, et à un moment donné, a eu un breuvage important, où c'était la tasse d'un être que nous estimons, que nous chérissons, ou qui avait une importance. Alors, la tasse ne sera plus une tasse. Ce sera un symbole qui représente le souvenir de celui qu'on a aimé ou de celui qui fut, etc. Et en la regardant, elle servira à des connectiques pour nous transporter en mille et mille endroits, d'accord? Donc d'un coup, elle devient un symbole. Temporel, bien entendu. Mais elle change totalement de statut. Parce que c'est ça la capacité que nous avons. C'est de pas simplement nous contenter de voir les choses telles qu'elles sont dans l'apparence, mais de pouvoir représenter ces choses au-delà de leur fonctionnalité matérielle pour donner un autre sens. Pour ça, il faut imaginer. Et pour cela, il faut être capable de créer des images mentales qui se naissent de nous-mêmes. Le problème actuel, je m'excuse, c'était un peu long, mais le problème actuel, c'est le manque de capacitation globale chez les êtres humains, dans nos sociétés, de produire par eux-mêmes des images mentales qui leur soient propres. Donc, ils sont obligés, parce que comme il y a une soif de ces images mentales et de vivre dans une autre dimension, etc., parce que l'être humain reste humain, bon, on va au spectacle, on va au cinéma, très bien. Mais on a besoin de plus en plus d'images mentales qui viennent d'autres et qui viennent de l'environnement. Et ça, la société, ce qui dirige la société actuelle, notamment au niveau de la consommation, l'ont très bien compris. J'ai fait une étude à un moment donné, au niveau professionnel, sur la relation entre les marques
en tant qu'image mentale, et les êtres humains pour leur donner un statut, pour qu'ils rentrent dans une tribu. Moi, je prends telle boisson, et pas une autre. Et le dessèchement des images mentales, donc de l'imaginaire aujourd'hui, est flagrant. Si nous les envoyons tous dans un monde virtuel, on va continuer à leur donner des images mentales qui ne sont pas les leurs. Donc, ils vont construire, paradoxalement, un monde qu'ils vont croire être le leur, avec les images mentales que d'autres leur apportent. Donc, on a fait mieux que la caverne de Platon. Parce que chacun se construit sa propre caverne, vous comprenez? Et ceci produit un effet terrible qu'aujourd'hui est très bien étudié, individualisme narcissique. Sans cet individualisme narcissique, tout ce qui est en train d'être dit ne serait pas possible. Donc, s'il y a une chose qu'on peut faire, c'est essayer de sortir du narcissisme et d'être moins amoureux de l'image que nous reflétons. En le pratiquant. En le pratiquant nous-mêmes. Parce qu'on ne peut pas demander aux autres de faire quelque chose que nous ne faisons pas. Donc c'est un travail artisanal. Il n'est pas ni mécanique, ni énorme. Il s'est fait être humain par être humain, parce que, comme l'a dit très bien Bertrand, il faut qu'on quitte l'infantilisme. Il faut qu'on devienne adulte. Et il y a une chose pour devenir adulte, qui est difficile. Accepter les limites. Accepter l'auto-limitation. C'est auto-limiter pour se relever. En se auto-limitant par rapport à l'horizontalité, on est moins dépendant et par conséquent plus détaché. Et la solution arrive tout seul, ça s'appelle l'élévation. Essayons chacun de nous élever au meilleur de nous-mêmes. Sortons de la médiocrité. Voilà. D'autres questions? Eh bien, vous avez déjà répondu à certaines des questions, et en particulier la question qui était posée à Ferdinand Schwartz. Que pensez-vous de l'accès au monde imaginal et de l'imagination proposé par Henri Corbin comme moyen de parvenir à la vérité? Je pense que la personne qui a posé cette question a eu sa réponse. Donc, voilà en partie, je pense que du bien. Et donc, je passe à un autre type de question qui est comment apprendre à aimer la vérité plutôt que nos mensonges, et comment éveiller la vérité en soi. Alors, Fernand a dit quelque chose qui me paraît très important et que j'ai dit aussi. À la base de toute chose, il y a ce qui fait que ce qui est ce qui est. C'est ce que tu appelles le mal, et ça dépasse l'imagination. C'est ce qui fait que le réel est le réel. On est dans la réalité de la réalité. C'est ce que Aristote appelle la cause première ou le principe agissant qui est à la base de toute chose et de tout être. Et il se manifeste en nous à travers l'idée que tu as développée et qui se traduit de la manière suivante. Pour penser, il n'y a qu'une manière, c'est de penser. Pour être libre, il n'y a qu'une manière, c'est d'être libre. Pour aimer, il n'y a qu'une manière, c'est d'aimer. On n'apprend pas la pensée en dehors de la pensée, sans penser. Et il n'y a pas un moyen qui ne serait pas la pensée qui nous permettrait de penser. Arrêtez de penser que vous allez penser par une pensée qui vous permettrait d'éviter de penser. Et à un moment, si vous voulez penser, pensez. Et même chose avec la liberté, si vous voulez être libre, soyez libre. Si vous voulez être la vérité, soyez vrai. Bien, qu'est-ce qui nous fait aimer la vérité, l'amour, la liberté, la pensée? C'est ça.
La seule fois où j'ai été inspecté par un inspecteur de philosophie, notre entretien s'est terminé par cette phrase mémorable, Monsieur Vergeny, souvenez-vous une chose, c'est que la philosophie est à elle-même sa propre méthode. Vous voulez être philosophe, mais il n'y a qu'un moyen, soyez philosophe. Et finalement, c'est formidable, parce que quand on a compris ça, il se passe une véritable révolution de pensée. Là, on sort de l'infantilisme. On attendait, que de fois on m'a dit, Monsieur Verger, est-ce que vous connaissez un livre qui fait qu'en 200 pages, je pourrais tout connaître de la philosophie? Non, ce livre n'existe pas, n'a jamais existé, n'existera jamais, et tant mieux. Le philosophe, c'est vous. C'est chacun de nous. Moi, je peux éveiller le philosophe en vous, mais aucun livre et rien. À un moment, vous comprendrez quelque chose de la philosophie si vous devenez vous-même philosophe. Permettez-vous d'être philosophe, permettez-vous d'être libre, permettez-vous d'être vrai. Vous savez ce qui c'est la vérité. Il y a quelque chose en vous qui est déjà philosophique, il y a quelque chose en vous qui est déjà libre, qui est déjà dans la pensée. Écoutez ça. Comment on aime la vérité? On aime la vérité par un dialogue intérieur qui fait qu'à un moment, on écoute ce qui se passe quand on vit. On réfléchit, on pense à ce qui se passe. Dès que vous allez faire attention à ce que vous vivez, à ce que vous pensez, vous allez rencontrer le maître intérieur qui va, à un moment, vous emmener sur les routes de la liberté, de la pensée et de la vérité. Et donc, à un moment, vous allez aimer la vérité, c'est-à-dire que vous allez avoir un rendez-vous. Vous allez penser, j'aime la vérité, j'ai envie d'être vrai, j'écoute les moments où je suis vrai. Je me pose la question, est-ce que je suis dans la vérité? Est-ce que nous faisons de la philosophie ce soir? Est-ce qu'il y a de la pensée? Si à un moment, nous sommes là en disant, est-ce que je vis vraiment ce que je vis? Ben, ça va être formidable, parce que la vérité, vous allez la vivre, et vous allez l'aimer, et vous allez avoir un rendez-vous continuel avec elle. Et c'est quand même vachement bien d'avoir un regard avec la vérité. Excellent. Moi, je voulais simplement ajouter, je suis plus que d'accord. Et à moi aussi, on me propose beaucoup de questions sur comment. À la fin, on est fatigué. Non, parce que c'est la question comment. La société du comment. Il y a plein de tutos. Vous savez, la BD, partout, comment, vous tapez n'importe quoi, comment. Comment je fais la soupe, comment je fais l'amour, comment je fais ceci, cela. Il y a comment partout. Et moi, au terme de philosophie, pour que le philosophe soit philosophe, il faut qu'il puisse vivre avec philosophie. On ne peut pas simplement penser. On doit transformer cette pensée dans un comportement, dans une façon de vivre. Donc, ce que Bertrand vous a dit, se résumerait pour moi à la question, je ne me pose pas la question de comment je fais par rapport à la pensée que j'ai, par rapport au sentiment que j'ai. Je ne pose pas la question de comment. Le comment va venir en faisant. Parce que vous êtes obligés tous d'apprendre par vous-même et pour vous-même. Et ensuite, quand vous allez apprendre par vous-même et pour vous-même, vous allez pouvoir aider tout le monde que vous voulez aider. Et vous allez pouvoir partager des choses merveilleuses avec tout le monde que vous voulez partager. Et si vous n'avez pas votre propre expérience réelle, en vous confrontant à vous-même, aux autres, à la nature, que pouvez-vous apporter? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Donc, quoi, qui, le comment. Je sais, en entreprise, j'ai conseillé pendant 30 ans des entreprises et autres. Tout le monde comment. Je dis non, quoi, qui, qu'est-ce que vous voulez? Et qu'est-ce que vous êtes disposé à risquer et à faire? Et si vous vous trompez, parce que ça peut arriver, on peut se tromper, soit dans la façon de faire, soit parce qu'on n'a pas bien représenté ce qu'il fallait faire. C'est une excellente opportunité pour apprendre. Parce qu'on apprend de nos expériences. Accepter une chose et ça ira très bien.
Aucun de nous est parfait. Aucun de nous est parfait. Acceptons-nous comme nous sommes pour nous transformer. Il ne faut pas simplement se connaître, il faut s'accepter. Parce qu'intellectuellement, on peut voir un peu. Et après, il faut quand même accepter que c'est ça. Donc, il faut changer. Qu'il faut se déterminer dans d'autres directions. Ça va nous aider énormément. Et chacun pourra dire, j'ai vécu quelque chose, que j'ai senti, que je pensais, j'ai appris, je me suis perfectionné, je me suis amélioré. D'un millimètre, mais d'un bon millimètre. Et ça, c'est génial. C'est génial. Et après, partager avec des amis ou d'autres, j'ai avancé d'un millimètre, je te raconte. Un bon millimètre. Partageons. Apprenez à partager. Je rajouterai juste une chose. Le nombre de fois où j'entends, à la suite d'une conférence, une phrase qu'on a tous entendue, et qui est la phrase clé que l'on prononce quand on a envie de coincer quelqu'un. Et puis une conférence, c'est pas quoi dire, on va coincer le conférencier, on va lui dire quoi? Eh ben moi je fais quoi, moi? Et moi je fais comment? Voilà. Le tout. Et encore avec des tons encore plus bêtes, vous voyez. C'est-à-dire que, véritablement, j'ai décidé, on va dire les choses telles quelles, de vous emmerder. Et donc, on va vous poser la question piège à laquelle on ne pourra pas répondre. Donc, la seule chose qu'on peut dire, on arrête de dire je fais quoi, moi, je fais comment, et tu arrêtes de faire. Et tu vas être. Un jour, il y a un infirmier qui me dit « Qu'est-ce que je dois dire quand je rentre dans la chambre d'un malade ?» Et j'ai dit « Personne n'en sait rien. Rentrez dans la chambre d'un malade, vous allez voir, vous allez être averti en temps et en heure de ce que vous devez faire. Et vous n'avez pas besoin de plus. Vous n'avez qu'une chose à faire, c'est vous rentrez dans la chambre d'un malade, ben vous y rentrez vraiment. Et vous allez immédiatement voir ce qu'il faut, ce qu'il demande, et ça va vous être donné. Et je crois que c'est pour tout. Vous allez savoir comment faire, comment, dès que vous allez simplement vivre ce que vous vivez. Vivez ce que vous vivez, soyez ce que vous êtes. Alors, il y a encore beaucoup de questions, on ne pourra pas toutes les traiter, hein. Je crois que c'est clair, hein. Mais il y a des questions sur le modèle, sur qui décide du modèle, et par rapport à la question du modèle qui repousse le désordre, où trouver des modèles aujourd'hui? Alors, réponse, le modèle vient du modèle. La vérité vient de la vérité. La liberté vient de la liberté. Et ça, c'est l'essence purement spirituelle de la réalité. Nous sommes dans un monde surintelligent, porteurs chacun en nous de cette surintelligence. Et c'est cette surintelligence qui est le modèle. Un jour, j'ai compris ce que c'était que le modèle. En bas de chez moi, le long des quais, il y a un styliste qui faisait des robes magnifiques de femmes. Et tout d'un coup, j'ai vu qu'il faisait des robes de femmes parce qu'il avait une idée extraordinaire de la femme, magnifique, et que ça se traduisait immédiatement par ce talent pour faire vivre la femme. Qu'est-ce que c'était que le modèle? Le modèle, il n'avait pas eu peur d'idéaliser et d'avoir une haute idée de la femme. Donc, Platon nous dit, ayez une haute idée de toute chose. Et vous verrez immédiatement tout s'ordonner par rapport à cela. Et vous allez imiter le modèle, c'est-à-dire vous allez faire passer le modèle à l'intérieur de vous et vous allez le faire vivre. Et donc, alors ensuite, nous avons affaire au mode. Vous avez des escrocs, des voleurs,
qui s'emparent du marché mental et dans lesquels ils veulent faire passer leur modélisation pour un modèle. Le véritable créateur est au service de l'idée et il se laisse habiter par l'idée. Et il ne veut pas imposer l'idée, elle s'impose d'elle-même. Et puis après, vous avez des gens qui font du marketing, du fric, et qui vont essayer de capter le mental par des images séduisantes, et qui vont à un moment nous détourner. Donc je crois que Platon l'avait vu de matière magnifique. Attention, il y a modèle et modèle. Vous avez les grands créateurs qui ne disent pas « imitez-moi », qui disent « je suis au service de l'idée ». Et puis vous avez les petits créateurs qui veulent faire du fric et qui disent « imitez-moi ». Donc voilà où on en est. Et je pense que le modèle, bien, il n'y a qu'à se réveiller. C'est-à-dire, à un moment, vous voyez, nous sommes là ce soir. Est-ce qu'on va avoir une haute idée de cette soirée? Est-ce qu'on va avoir une haute idée de la pensée? Et puis demain, chacun va aller là où il est, et on va essayer d'avoir une haute idée de tout ce qu'on va faire, des choses les plus simples de la vie. Et vous verrez qu'à un moment, le monde se transforme merveilleusement. Et ça veut dire, je me secoue, je me bouge, je me réveille, on se réveille. Et se réveiller, c'est de dire, on dort, attendez, on est au-dessous de ce qu'on devrait vivre. Nous avons un potentiel incroyable. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Ça s'appelle la véritable politique. Ça s'appelle le sens du bien commun. Le sens du bien commun, c'est de dire, mes amis, on est au-dessous de notre vérité, de ce qu'on devrait dire. On doit collectivement se réveiller. Et vous voyez, c'est formidable quand on a ça, parce que tout d'un coup, c'est un activateur de conscience, de vie, de relations, d'amour, d'échange, absolument merveilleux. À toi. Non, mais ça t'appelle. Je pense que le modèle, en plus de tout ce qu'il a dit, bien entendu, et nous pouvons le capter en nous-mêmes à travers notre propre aspiration supérieure. Je crois fondamentalement, après tant d'années de rencontrer tant de gens, que tous aspirent à quelque chose de meilleur. Tous veulent être utiles. Tous cherchent la voie pour pouvoir le faire. Certains, c'est par l'enseignement, d'autres, c'est la santé, d'autres, c'est la construction, n'importe. C'est ces mots destrués, vocation. Il faut qu'on trouve, chacun de nous, quelle est notre vraie vocation. Pas notre métier pour faire de l'argent, pour survivre. J'ai la chance de pouvoir, d'avoir vécu ma vie avec ma vocation. Bertrand aussi. C'est le souhait que j'ai pour tous. Quand on assume sa vocation, même si elle ne va pas du tout avec le besoin de la société, si ça n'apporte pas trop de moyens, ou peu importe, on peut facilement toucher, activer cette perception du modèle qu'on a besoin, l'inspiration qu'on a besoin, les éléments moraux qu'on a besoin pour arriver à ça, à ce que nous voulons aspirer. Nous avons réprimé la vocation des êtres humains. La jeunesse est brimée par rapport à sa vocation. Et la peur de servir sa vocation, parce qu'elle a peur de ne pas pouvoir survivre, de ceci ou de cela. Je pense qu'il faut, au contraire, assumer sa vocation. Parce qu'elle est le point de départ, la plateforme de lancement pour atteindre les étoiles. C'est-à-dire pour arriver plus haut, pour comprendre qu'est-ce qui peut nous inspirer et pas simplement copier à côté de nous. Donc, faites confiance à votre vocation, ou d'une autre manière, à ce que votre âme profonde est en train de vous réclamer et que vous essayez de silencier,
de rendre silencieuse. Donc, entrer en dialogue avec elle. Et alors, la captation du modèle arrivera. Et pour une société, je pense qu'il y a des valeurs, comme on vient de les expliquer, des éléments qui peuvent nous relier tous. Si nous sommes capables tous de solidarité. Du coup, une dernière, je ne sais pas, parce que j'ai vu tant de papiers. Il y a des questions très spécifiques, mais je vais plutôt me concentrer sur les questions générales. Et donc, il y a une question sur l'expérience du silence et de la concentration pour saisir la vérité. Et quelle est l'importance de cette pratique? Et une autre question, équivaut-elle à la méditation qui est pratiquée actuellement dans notre société? Alors bien évidemment, le silence et la concentration et la vérité, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est que la vérité? La vérité, c'est une révélation des trois niveaux de la vérité. Vous avez le niveau de la vérité au sens de la vérité empirique, vous avez la vérité, c'est-à-dire vous avez la vérité qui est comme réalité concrète, vous avez la réalité comme évidence, et puis vous avez la vérité comme révélation. La vérité comme révélation, c'est la vérité qui va au-delà de la connaissance, que cette connaissance soit objective ou subjective. La vérité comme révélation, c'est la vérité qui vous permet d'exister et à l'intérieur de vous-même et dans le monde. Il y a quelque chose qui me rend existant et qui fait que je suis en relation avec moi-même. Ça vient d'en haut, ça vient de l'être, ça vient de tout un coup quelque chose qui fait que vous allez vous mettre dans la position juste de l'existant réel qui existe réellement et vous allez laisser exister en vous cette existence qui va s'auto-révéler et s'auto-démontrer. Une des paroles les plus profondes de Spinoza et les plus essentielles, c'est de dire que la vérité parle d'elle-même. La vérité est indexée. Donc la vérité est en nous, la vérité parle d'elle-même, et quand est-ce qu'elle parle d'elle-même? Quand je me tais pour l'entendre. Qu'est-ce que ça veut dire se taire? Se taire, ça veut dire je me tais pour permettre d'écouter l'autre qui parle et de recevoir sa parole, et par là même de rassembler cette parole à l'intérieur de moi en ne laissant rien perdre de celle-ci. Alors là, nous vivons une expérience de concentration et du silence qui fait que tout d'un coup, c'est la parole même de la vie qui parle. C'est ça la vérité. La vérité, c'est ce qui se passe quand c'est la vie qui parle à travers vous. Et donc, tout ce que vous dites est vivant, bénéfique, utile, plus qu'utile. Ça, c'est formidable. Et donc, tout le problème de la vie, c'est le passage de l'ignorance à la connaissance. Dans l'ignorance, je n'écoute pas, je ne parle pas, je n'écoute pas, je ne suis pas concentré. Je n'entends pas ce qui se dit. Puis tout d'un coup, je rentre en moi, j'écoute ce qui se dit, je commence à être nourri par le dialogue intérieur que j'ai avec l'existence qui existe et qui va faire de moi un existant. Et alors là, c'est merveilleux parce que il n'y a pas besoin de faire grand-chose et de dire grand-chose. Quand on est capable d'exister pleinement avec sa capacité d'existence, tout se transfigure, on se fait du bien et on fait du bien à tout le monde. Donc ça, c'est les merveilleuses expériences du silence. Alors, le silence, bien évidemment, la méditation, je suis ravi qu'il y ait de la méditation dans ce monde. Bon, je parlerai pas de méditation en pleine conscience, parce que ce mot me paraît aller au-delà de nos possibilités. Je préfère rester humble et savoir qu'arriver à la pleine conscience, c'est donner à quelques grands sages. Mais pour nous, simplement, de nous taire, de commencer à écouter et à vivre l'existant à l'intérieur de nous, et à le sentir vivre tout au long de la journée, parce que l'important, c'est de méditer toute la journée, de laisser vivre en nous l'existant. Alors ça, c'est formidable. C'est formidable, et je suis très confiant pour le monde de demain,
Parce que le nouveau monde est en train de venir avec des modes de connaissance très habités, très méditatifs. Et le monde a changé. Le monde de demain, il y a tout un monde qui est fini, il y a tout un autre monde qui se construit avec beaucoup d'intelligence. Et donc, ça me rend très confiant pour l'avenir. Oui, j'essaie à moi. Cette notion au début dont on parlait, les 3 niveaux de vérité, m'a rappelé le mot aletheia, vérité en grec, dévoilement. La vérité, de ce point de vue, c'est la capacité de dévoiler quelque chose, que la chose se dévoile. Il y avait un voile, c'est dévoilé, donc elle est apparue en lumière. La vérité est toujours lumineuse. C'est toujours particulier. Dans toutes les civilisations, elle est toujours lumineuse. Elle est toujours quelque chose qui nous éclaire, qui avance. Ce petit niveau au grand niveau. La concentration, la méditation, à travers, bien entendu, les silences, je reviendrai plus tard, nous donne accès au dévoilement. Le dévoilement n'est pas une spéculation. Je voudrais quand même clarifier ce point. Et cette vérité dont parlaient les Grecs sur cette forme, l'aletheia, absence d'oubli, rappel des images supérieures, etc. C'est-à-dire se rappeler qu'on sait, tout bêtement. Oui, parce qu'on sait tous déjà ce qu'on doit savoir. Mais soit on ne se le rappelle pas, comme disait Platon, soit on ne veut pas le voir. Là, les pratiques du silence, du vide et de l'immobilité, comme je l'expliquais dans un livre qu'on a fait ensemble, quelques chapitres, la philosophie comme mode de vie, et sont capitales. Alors, c'est pas facile de faire le vide avec l'immobilité, parce que ça implique quelque part arrêter le disque rayé, cette sorte de film permanent dans lequel on est en train de passer. C'est-à-dire, il s'agit de faire un arrêt grâce à la concentration. Sur un point, sur quelque chose. Il y a 3 niveaux dans cette histoire. La concentration, c'est la capacité à fixer son attention sur quelque chose de particulier, n'est-ce pas? C'est-à-dire que je me concentre sur ça ou sur le monde, peu importe. Je me centre. Je ne peux pas me concentrer sans être centré. Donc, la concentration nous aide à nous recentrer. Le monde actuel, notre mode de vie, est très perturbant et nous décentre. Alors, on a tous les capteurs vers l'extérieur. Quand en fait, il faut qu'on mette les capteurs vers l'intérieur. Vous voyez ? C'est pour ça la pratique simple que Bertrand vous a demandé est une façon de recentrer les capteurs vers le dedans. Et toutes ces pratiques de concentration, de recentrage, qui nous permettent de toucher le plus élevé de nous-mêmes, permettent de remettre les capteurs au service pour le dedans, et pas simplement pour le dehors. C'est déjà pas mal. Et c'est pour ça que j'ai toujours écrit, parce que j'écris un petit livre sur la concentration, qu'avant de méditer, il faut se concentrer. Et aujourd'hui, on est en train de faire pratiquer de la méditation en général à des gens qui ne sont pas concentrés. Ce qui produit des dispersions, ce qui peut amener à la divagation, ou être auto-convaincu qu'on est arrivé quelque part, qu'on n'en est nulle part. Mais je ne suis pas contre la méditation, je suis simplement de donner qu'il y a un pas préalable. La méditation va nous permettre,
ce dialogue, cette compréhension. Mais il y a un stade au-dessus, qui est en fait celui qu'on devrait essayer d'obtenir au moins de temps à autre. La contemplation. Et je suis pour les techniques contemplatives par rapport à l'esprit. Pour que l'intellectualisation soit moindre et notre système imaginatif se charge davantage de ces images supérieures que ces spéculations pour couper les cheveux en quatre. J'ai toujours voulu expliquer que la philosophie n'était pas simplement de la spéculation, mais une capacité d'arriver à des niveaux improbables mais possibles de nous-mêmes et de la nature et du monde. La méditation, la contemplation nous permet d'être un avec. Une chose, c'est de méditer à ce qu'est le soleil, ou quelque chose de bien. Et c'est bien de comprendre de quoi il s'agit. Par ses clés les plus supérieures. Mais c'est mieux encore, à un moment donné, de le contempler et faire un avec la lumière. Parce que cette image extérieure est en train de dévoiler le soleil intérieur de la conscience, qui, stimulé ainsi, devient capable de capter, pour revenir, le modèle. Bon, je vous emmène dans un autre plan, mais vous savez, il y a beaucoup de philosophes qui pratiquaient ce type de ce que je suis en train de vous expliquer. Et quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Plotin, a eu des moments théophaniques, c'est-à-dire des extases théophaniques. C'est un grand philosophe. Mais aujourd'hui, on pense qu'un philosophe ne peut pas être dans un état contemplatif. Et c'est une grave erreur. Parce que c'est donc nier les qualités de l'esprit et les fondements même de l'esprit.